Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la review des Survivor Series 2014. Donc petite explication, donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'il refait une review de ce show. Puisque oui, à l'époque, donc déjà en 2014, j'en avais déjà fait une vidéo. Sauf que, je vais tout vous dire, en fait la vidéo a été bloquée dans le monde entier par YouTube car j'avais mis un petit clip en fait de la WWE qui s'est pris des droits d'auteur. Donc du coup la vidéo a été bloquée. Et vu que donc c'est les Survivor Series pendant ce mois-ci, j'avais envie, on va dire, de re-analyser ce pay-per-view pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Et puis au moins, voilà, comme ça vous aurez à nouveau mon avis en ligne. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc c'était les Survivor Series, donc du coup, c'était le 23 novembre 2014, donc c'était à St. Louis dans le Missouri. Donc c'était au Scottrade Center, donc si je ne me trompe pas, ils y ont été assez souvent dans cette salle. Ça me dit vraiment quelque chose, le Scottrade Center. Donc voilà, j'ai pas l'affluence, je pense que vous en foutez un petit peu. Et donc au niveau du thème musical, donc on avait Edge of a Revolution, donc du groupe Nickelback. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir du rock, du Nickelback pour un thème de pay-per-view. Donc bah écoutez, ça fait plaisir. Et donc on va pouvoir commencer l'analyse du show. Et donc on commence le show par un speech. Donc je vais pas vous le résumer parce que voilà, je pense que vous vous en foutez un petit peu. Et puis j'ai pas envie de faire une review trop longue sachant que j'en avais déjà fait une vidéo à l'époque. Donc je vais essayer d'en faire vraiment la review la moins longue possible. Donc on a eu un speech qui a commencé le show. Donc entre John Cena, Vince, Stephanie McMahon et Triple H. Speech qui a duré entre 10 minutes et un quart d'heure environ. Je vais pas vous faire un résumé de ce qui s'est dit parce que ça se résumait à base de si Sina perd, t'auras 4 hommes dans ton équipe, les 4 mecs de ton équipe qui vont perdre leur job, t'auras ça sur la conscience, voilà, c'était à base de ça au final. Et de l'autre côté, c'était oui, Stéphanie et Triple H, si vous perdez ce match, vous n'êtes plus au pouvoir de la fédération et le seul homme qui pourra vous remettre, vous réintroduire à la WWE, c'est John Cena, voilà, donc c'était à base de ça. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que pour moi c'est une énorme erreur en fait. Pour moi tu peux pas commencer un pay-per-view par un speech. Pour moi c'est une grosse erreur. Les gens quand ils vont voir un pay-per-view, ils ont juste envie de voir du catch. Les speeches, tout ça c'est pour développer les histoires. Tu fous ça à Raw, tu fous ça à SmackDown, tu fous ça dans des weekly, mais tu ne mets pas ça dans un opener de pay-per-view qui en plus de ça est un pay-per-view du Big Four. C'est un pay-per-view important de l'histoire de la fédération. Tu peux pas commencer un pay-per-view par un speech d'un quart d'heure, tu ne peux pas faire ça. Je dirais il y a Raw, il y a SmackDown, c'est fait pour ça. À la rigueur, si le speech était vraiment très important, j'aurais bien voulu, mais là honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé ça important et je trouvais pas que ça méritait de commencer le show en tout cas. Et puis imaginez les casuals, on va dire les fans qui ne sont pas à fond dans le catch, qui se disent bon bah je vais regarder, apparemment il y a un show intéressant ce week-end. Les mecs commencent le stream, ils tombent sur quoi? Ils tombent sur un speech, bah vous avez perdu tous les casual viewers, voilà. C'est une énorme erreur pour moi d'avoir commencé par ça, ça vous désintéresse du show, et je trouve que c'était vraiment pas très intelligent d'avoir mis ça comme opener au final. Donc maintenant on va passer au premier match de la soirée, donc du coup qui n'est pas l'opener. Donc c'était pour les WWE Tag Team Championship. On avait les champions Gold et Stardust qui remettaient leur ceinture en jeu face aux Los Matadores, les Usos et le duo Miz et Mizdow. D'ailleurs ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce duo qui me faisait assez rire et qui m'a encore fait rire pendant ce match. Donc c'est vrai que c'est un duo qui marchait plutôt bien. Donc le match a duré environ 15 minutes 30. Donc, je trouve qu'il a peut-être duré un petit peu trop longtemps en fait. Sinon donc le match en lui-même, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que c'était un match où il s'était pas passé grand-chose. En fait, ce qui est souvent le cas dans ce genre de match, c'est que quand vous avez des matchs, par exemple Fatal 4-Way Tag Team Match, souvent 95% du temps, pendant tout le match, il se passe presque rien. C'est-à-dire que les prises s'enchaînent, vous avez beaucoup de tags, mais c'est vrai que dans le ring, c'est pas exceptionnel. Et puis arrivé lors des 2-3 dernières minutes, là c'est feu d'artifice, ça va dans tous les sens. Et ça s'est encore confirmé avec ce match, c'est-à-dire que pendant les 12 premières minutes, il s'est presque rien passé de notable, il s'est rien passé d'incroyable. Et puis dans les 2-3 dernières minutes, là par contre c'est parti en feu d'artifice, il y a tous les catcheurs qui rentraient dans le ring, qui faisaient des topés suicidaires à l'extérieur du ring. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est dommage que, voilà, que le match n'ait pas été plus incroyable, plus transcendant
toute sa durée, c'est dommage je trouve. J'ai noté que pendant tout le match, on a eu des We Want Miz Do. C'est vrai que Miz Do était over as fuck. Tout le monde attendait le moment où Miz et Miz Do allaient se séparer et tout le monde attendait ce fameux push que devait recevoir à la base Miz Do lors de sa séparation avec le Miz. Au final, son push, on voit où est-ce qu'il est. Il est à la TNA en tant que Aaron Rex. Hein. Comme quoi, il faut jamais se fier aux rumeurs. Tout peut changer dans le catch et surtout à la WWE. Il y a beaucoup de plans qui sont annulés. La preuve avec, avec ce duo. Sinon, donc, j'ai noté la fin du match. Donc, en fait, on avait l'un des deux Uso. Désolé, je ne retiens jamais qui est Jay, qui est Jimmy. Et qui en fait allait faire un splash. Juste avant, en fait, on a le Miz qui a fait le tag. Juste avant que donc le Uso saute et donc porte son splash sur Goldust. Finalement, donc du coup, c'était le Miz qui était l'homme légal. Et finalement, en rentrant dans le ring, on a Miz Do qui n'a rien fait du match au final, qui fait le tag et qui donc fait le tomber pour donner la victoire à l'équipe Miz et Miz Do. Donc nouveau WWE Tag Team Champions, Miz et Miz Do. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de les avoir mis champions parce que c'était vraiment un duo divertissant. En tout cas, moi je sais que voilà, il y en a qui n'étaient pas forcément réceptifs à l'humour de Miz Do qui faisait que d'imiter le Miz à l'extérieur du ring. Moi personnellement, en le revoyant refaire les prises du Miz à l'extérieur du ring, ça m'a encore fait rire. Je trouvais vraiment que c'était un duo sympa. Pourtant, j'ai jamais été un énorme fan de Damien Sandow, mais c'est le seul moment, on va dire, de sa carrière où j'étais intéressé par ce qu'il faisait. Et je trouvais que c'était une bonne idée de les avoir mis champions par équipe. Donc sinon, le match en lui-même, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'était pas incroyable. Il y a juste la fin, on va dire, qui était vraiment bien. Mais voilà, je trouve que le match a été trop long pour ce que c'était. Et c'est bien dommage. Donc j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Donc ça reste quand même pas mal. Mais c'est vrai que pour moi, il a été quand même trop long pour ce que c'était. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était un traditionnel Survivor Series Tag Team match féminin. Donc on avait la team Paige qui était composée forcément de Paige, Cameron, Summer Rae et Layla. Et de l'autre côté, on avait la team Natalia, donc qui était forcément composée de Natalia, Alicia Fox, Emma et Naomi. A noter que ça m'a fait plaisir de voir Cameron, dédicace à WWE Nation FR, je sais que c'est sa catcheuse préférée. Et ça m'a fait plaisir de voir Paige, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en pay-per-view et même catché tout court. Et ça m'a par contre pas fait plaisir de revoir Emma en mode triso, parce que c'était à l'époque où elle avait une gimmick, on va dire un petit peu de retardé mental. Et ouais non, ça m'a pas fait plaisir, je préfère largement la Emma qu'on a actuellement. Donc voilà, donc le match a duré 14 minutes 30, donc c'est une bonne durée pour un match féminin. Maintenant j'ai trouvé qu'il était trop long aussi par rapport à ce qu'on a eu dans le ring. Donc je vais vous résumer les éliminations. Donc la première éliminée ça a été Cameron qui s'est fait éliminer par Naomi. Voilà, au bout de 6 minutes de match. On a Layla qui s'est fait éliminer par Alicia Fox. Layla qui s'est fait éliminer par Alicia Fox au bout de 9 minutes. Ensuite, on a Summer Rae qui s'est fait éliminer par Emma avec son Emma Lock. Et donc, Paige se retrouvait à 4v1. Et donc là, donc à l'époque, je me rappelle, je me disais, peut-être que Paige va nous faire un 4v1 et arriver à éliminer toutes les catcheuses, ce qui aurait vraiment été bien. Et finalement, non. La WWE a choisi l'autre option, c'est-à-dire la faire perdre. Et donc, du coup, c'est Paige qui a perdu. Après s'être pris un Real View de la part de Naomi. Et derrière, elle s'est pris un Head Scissors Taker Down. C'est Naomi en fait qui a mis ses jambes autour de la tête de Paige. Et donc elle a ramené la tête de Paige contre le ring. Voilà pour vous dire un petit peu c'était quoi comme prise. Et donc voilà, victoire de la team Natalia qui gagne au complet. Face donc à la team Paige qui a été véritablement décimée. Donc alors mon avis sur le match, déjà, enfin en tout cas sur le résultat. C'est pas le résultat en lui-même qui m'énerve, mais c'est plutôt le fait que ce soit la team Paige qui soit passée en fait pour une équipe de tocards en fait. J'aime pas les Survivor Series Tag Team Match où une équipe reste au complet et l'autre perd. Je suis vraiment pas fan de ça, je trouve que ça décrédibilise totalement l'équipe adverse. Là ça fait passer Paige pour une grosse tocarde. Bon, Cameron c'est ce qu'elle est vraiment. Mais Layla voilà c'est une ancienne Divas Champion, enfin bref voilà. Summer Rae bon elle a jamais été vraiment mise en avant. Mais voilà, je suis vraiment pas fan de ce genre de construction de match. Sinon, le match en lui-même, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Blindé de petits botches. Je me suis fait chier, je vais pas vous le cacher. Je suis le premier à dire que les matchs féminins doivent durer
plus longtemps que ce qu'ils ont duré dans le passé. Là pour l'occasion je trouve qu'il a été trop long pour ce que c'était en tout cas. J'ai vraiment trouvé que le match n'était pas transcendant. Et puis surtout, bah, c'était blindé de petits botches. Donc du coup, le match était vraiment pas terrible. S'il n'y aurait pas eu de botch, en tout cas j'aurais au moins mis la moyenne. Mais là non seulement je me suis ennuyé, mais en plus de ça c'était blindé de petits botches. Donc du coup, au niveau de la note, j'ai mis 4 sur 10. Donc c'était vraiment pas terrible. Ensuite on enchaîne avec un match qui était forcément attendu de la part des fans. Donc c'était Bray Wyatt contre Dean Ambrose. Match simple, au final il n'y avait pas de stipulation. Un match qui a duré 14 minutes, donc encore une fois c'est une bonne durée pour un match simple. Donc c'est à l'époque où Bray Wyatt forcément était en rivalité avec Dean Ambrose, on va dire, voilà, rentrer un petit peu dans son esprit, le chercher en disant que son père avait été en prison, enfin bref, c'était vraiment très personnel entre les deux. Et on voyait Dean Ambrose qui était furieux, qui voulait vraiment régler ses comptes avec Bray Wyatt en lui disant que voilà, c'était pas un petit enfant, c'était un homme qui était sûr de lui, qui allait lui défoncer la gueule. En gros, c'est un petit peu ça. Sinon, donc, j'ai noté une chose que j'ai trouvé genre pas du tout logique. Et encore une fois, je le répète, hein, je ne m'acharne pas sur Dean Ambrose. Donc, on est d'accord. On a Dean Ambrose qui est considéré comme fou, comme lunatique. Donc, le mec, normalement, si on suit la logique, devrait être furieux, voudrait casser la gueule de Bray Wyatt. Il en a gros sur la patate contre lui. Et vous savez ce qu'il a fait, Dean Ambrose? Il a tenté 2 petits paquets pendant le match. C'est-à-dire, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Genre, le mec a tenté 2 roll-up. C'est pas logique. Le mec veut lui péter la gueule, mais il tente 2 roll-up pendant le match. C'est pas très logique. Le roll-up, excusez-moi, hein, mais là-dessus, ça le fait passer pour une grosse tapette. Ça le fait passer pour un gars qui arrive pas à battre Wyatt, donc du coup, il essaie de le battre avec un roll-up. Pas très logique pour un gars qui veut lui marave la gueule, qui a dit que voilà, il allait le défoncer, lui faire regretter ce qu'il avait dit. Non, j'ai pas trouvé ça logique. Et encore une fois, je le répète, hein, je ne m'acharne pas sur Ambrose. Mais quand tu te fais passer pour un fou, pour un malade, pour un lunatique, que le mec, soi-disant, il est furieux, il va lui en mettre plein la gueule parce que le mec lui cherche la merde depuis des semaines, et que le mec, pendant leur match, tente 2 fois des petits paquets, non, je suis désolé, c'est pas logique, c'est pas crédible. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ça pendant 3 heures. Sinon donc le match entre les deux, je l'ai trouvé sympa. Je n'ai pas trouvé qu'il était transcendant, mais j'ai trouvé qu'il était quand même sympa. J'ai noté que la première partie du match était très semblable à une brawl. En fait, il y a eu très peu de prises pendant la première partie du match. C'était vraiment beaucoup des coups de poing, des coups de pied. C'était vraiment, ça ressemblait plus à une brawl qu'à un match de catch, on va dire. Mais sinon voilà, le match entre les deux était plutôt sympa, même s'il n'y avait absolument rien de transcendant, encore une fois. Sinon donc je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à dire. Donc en fait à la fin du match, on a Bray Wyatt qui dominait Dean Ambrose. Finalement il a ramené des chaises sur le ring. Donc en ramenant la chaise sur le ring et en fait en remontant sur le ring, on a Ambrose qui se saisit d'une chaise. Et là Bray Wyatt se met à genoux pour supplier Dean Ambrose de le frapper avec. Et vu que Dean Ambrose c'est pas John Cena et que voilà, si tu lui casses les couilles, il n'hésitera pas à te frapper avec une chaise, il frappe Bray Wyatt avec une chaise. Et donc du coup le match se termine comme ça. Donc victoire de Bray Wyatt par disqualification. Vous connaissez mon avis, je ne suis pas fan de ce genre de fin de match. Déjà de base, certainement pas en pay-per-view. C'est dommage, honnêtement c'est dommage. Ensuite donc l'après-match, qu'est-ce qu'on a eu? On a Dean Ambrose qui a défoncé Bray Wyatt en lui portant un Dirty Deeds notamment sur une chaise. Ensuite il lui a fait un elbow drop sur Wyatt donc qui a passé à travers une table. Et derrière donc clairement c'était un gros teasing pour leur match à TLC. Et à la fin il monte tout en haut d'une échelle pour rien. C'est-à-dire que le caméraman fait un gros plan sur lui, la musique d'Ambrose démarre et ensuite il se barre. Est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi ça a servi qu'il monte sur une échelle pour au final ne rien faire? Voilà, c'est encore une fois une chose complètement débile. Bref, sinon donc ouais voilà, je vais pas vous faire un dessin, j'ai trouvé la fin vraiment nulle, c'était trop facile en fait. J'aurais préféré que ça se finisse clean, avec pourquoi pas une victoire de Wyatt genre en trichant, en s'aidant d'une chaise ou voilà quand l'arbitre était sonné ou autre. J'aurais bien aimé que ça se finisse au moins de cette façon là, mais pas comme ça quoi, on est en pay-per-view, je déteste les fins comme ça. Donc du coup, sans cette fin on va dire nulle, j'aurais certainement mis 7 sur 10.
Là du coup avec cette fin dont je ne suis pas fan, bah, j'ai mis 6 sur 10, ce qui reste correct, hein, mais c'est vrai que bon, on est en pay-per-view, j'aimerais quand même avoir des fins clean. Ensuite on va passer à un match, et je vous jure que ce n'est pas une blague, on a vraiment eu ce match là dans un pay-per-view. On a eu le Lapin et Adam Rose. Oui, je vous rappelle certainement de mauvais souvenirs, j'en suis désolé. Face à la team Slater Gator, Heath Slater et Titus O'Neil. Là, je vous vends du rêve, j'en suis certain. Là, derrière votre écran, vous faites genre ouais, non, non, je suis pas fan. Je le sais, vous adorez ce match. Tout le monde adore ce match. Slater Gator, c'est une équipe qui a marqué l'histoire. Et le Lapin et Adam Rose, c'est pareil. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on se fout de ma gueule? Alors déjà, pour moi ça n'a même pas sa place dans un pré-show de pay-per-view. Ça, à la rigueur, vous faites ça en weekly, je m'en bats les couilles. Mais tu fais pas ça dans un pay-per-view. Même dans un pré-show, pour moi, ça n'a même pas sa place. Mais tu fais pas ça dans un pay-per-view. Et encore moins dans un pay-per-view du Big Four. Non mais sérieusement, je vais pas rester longtemps sur ce match parce que j'ai pas envie que la review dure trop longtemps. Le match a duré 2 minutes 30. Voilà. Et donc, je vais vous faire un résumé très rapidement. À la fin du match, on a le Lapin, le Bunny, qui fait un missile dropkick sur Heath Slater, qui enchaîne derrière avec un roll-up, donc pour la victoire du Lapin et de Adam Rose. J'ai rien d'autre à dire, j'ai mis 1 sur 10, c'est le point que je donne quand un match est pourri. Voilà, c'est le point de la gentillesse, je suis très gentil. 1 sur 10. Fini, je n'ai rien d'autre à dire sur ça. On enchaîne avec une autre blague, c'était pour le Divas Championship. On avait donc la championne AJ Lee qui remettait son titre en jeu contre Nikki Bella, a.k.a. la diva que je porte la moins dans mon cœur, croix de l'histoire. Je ne peux pas voir cette femme, ce n'est pas nouveau. Vous dites, ils peuvent pas faire pire qu'avant. Ils ont pas fait pire, ils ont fait aussi nul. Donc, on pourrait se dire que ça pouvait être un match bien. Eh bah que dalle. Le match a duré 34 secondes. Je vais vous remettre dans le contexte. La cloche sonne. On a Brie Bella qui monte sur l'éperon du ring, qui roule une pelle à AJ Lee. Elle se retourne. Elle se prend un genre de boule à meur, un coup d'avant-bras de la part de Nikki Bella, qui enchaîne avec son rack attack pour, et non pas son rat attack, MDR, grosse blague. Si vous connaissez pas Pokémon, vous êtes perdu, désolé. Et donc porte son rack attack, fait le tomber. 1, 2, 3, nouvelle championne. Le match a duré 34 secondes. Voilà, on est dans un pay-per-view du Big Four, on est dans un pay-per-view. Je ne sais pas ce que je viens de voir, j'ai certainement dû prendre des champignons hallucinogènes. Sérieusement, voilà. Non mais sérieusement, non mais on est d'accord, c'est nul à chier. Non mais vous enlevez 3 minutes à l'opener. Vous enlevez 3 minutes au traditionnel Survivor Series Tag Team Match féminin. Vous pouvez même enlever 4 minutes au segment d'ouverture avec les Sina, tout ça au micro. Vous pouvez enlever des minutes très très facilement dans tout ce que je viens de vous citer. Mais non, apparemment là, pour la WWE c'était trop compliqué. Donc voilà, nouvelle championne Nikki Bella. Comme pour le match précédent, j'ai donné un point de gentillesse, j'ai mis 1 sur 10. Voilà. Je le rappelle quand même, on est dans un pay-per-view du Big Four, voilà ce qu'on vient de voir, c'est génial. Donc juste avant, juste avant d'attaquer le main event, on peut quand même se rendre compte que jusque là, c'est quand même très très médiocre. Hein. Pour un pay-per-view du Big Four, même pour un pay-per-view normal, je veux dire, c'est quand même pour l'instant très 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 médiocre. Donc maintenant, on va passer au main event de la soirée. Donc c'est un traditionnel Survivor Series Tag Team Match opposant la team Cena, donc composée forcément de John Cena, Ryback, Big Show, Dolph Ziggler et Eric Rowan. Cherchez un truc quand même, Eric Rowan, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, c'est pas grave. Face à la team Authority, composée de Luke Harper, Mark Henry, Kane, Seth Rollins, Rusev, et autour du ring, donc on avait Stephanie McMahon, Triple H et la J&J Security. Donc, juste avant de parler du match en lui-même, juste donner mon avis par rapport au fait qu'on ait un match traditionnel des Survivor Series en main event. Je trouve que c'est une superbe idée et c'est une très très bonne chose qu'ils aient fait ça comme main event et qu'ils aient rendu ce match à stipulation important. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un traditionnel Survivor Series Tag Team Match qui voulait dire quelque chose et qui avait de l'importance, et je trouve ça vraiment bien.
Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très très important pour moi. Et voilà. Donc le match a duré 43 minutes. Alors honnêtement, j'ai pas la durée de tous les traditionnels Survivor Series Tacti Match dans ma tête. Mais à mon avis, c'est peut-être le plus long de l'histoire. Honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un match aussi long, quoi. C'est hyper long. Donc je vais vous résumer les éliminations. Donc tenez-vous prêts, forcément, il y en a eu beaucoup. Donc le premier éliminé, c'est Mark Henry qui s'est fait éliminer par le Big Show après un knockout punch, KO punch, c'est comme vous préférez, au bout de 53 secondes. Donc voilà. Ensuite, on a Ryback qui s'est fait éliminer par Rusev. Il s'est pris donc un curb stomp de la part de Seth Rollins, enchaîné d'un super kick de Rusev. Donc éliminé au bout de 8 minutes. J'ai pas compris en fait. J'aurais préféré qu'il se fasse éliminer par le curb stomp parce qu'en fait, il se prend le curb stomp et genre il se relève au bout de 5 secondes pour se reprendre derrière un super kick. J'ai pas trouvé ça très logique. Au niveau du selling, c'est voilà, ça fait passer le curb stomp pour une prise de merde au final. Et j'aurais préféré que du coup il se fasse éliminer sur le curb stomp, j'aurais trouvé ça plus logique. Enfin bref, là je chipote un peu, mais voilà, c'est pas très logique pour moi. Ensuite, on a Rusev qui s'élimine tout seul, puisqu'en fait il avait placé Ziggler sur une table des commentateurs. Il avait voulu lui faire un splash. Finalement, Ziggler l'a esquivé, donc du coup, bah, il s'est écrasé comme une merde sur la table des commentateurs. Et donc, il n'a pas réussi à revenir dans le ring à temps. Donc, c'était, je crois, encore à l'époque où Rusev était invaincu. Donc, je trouve que là, par contre, je trouve que là, au niveau du booking, c'est très intelligent. Parce que du coup, ça le décrédibilise pas du tout. Finalement, ensuite, on a Eric Rowan qui se fait éliminer par Luke Harper. Après une close line retournée. C'est un petit peu comme c'est un petit peu la close line que porte Natalia également. Ouais, je suis pas trop fan de ce genre d'élimination. Enfin là, ça fait vraiment passer Rowan pour une quiche, je trouve. Qui se fait donc éliminer au bout de 24 minutes. Rusev, j'ai pas précisé, c'était au bout de 21 minutes. Ensuite, on a John Cena qui se fait éliminer par Seth Rollins. Alors, comment? Vous allez vous dire comment? Bah en fait, on avait le Big Show tout simplement qui a trahi sa propre équipe et qui a tourné pour la 150e fois de sa carrière, donc en portant un KO punch sur Cena. Et donc du coup, bah, Rollins, en tant qu'opportuniste, s'est jeté sur Cena. Donc il s'est fait éliminer au bout de la 25e minute. Ensuite, on a le Big Show donc, qui s'est fait éliminer tout seul, puisqu'en fait, après avoir trahi son équipe, bah, il s'est barré, voilà, il s'est barré en backstage. Par contre, là, vous voyez, pour moi, ça c'est pas logique. C'est-à-dire que le mec trahit son équipe et donc du coup montre qu'il s'associe à l'autorité. Pourquoi tu te barres en backstage? Alors vous allez me dire, à ce moment-là du match, on va dire Ziggler était tout seul dans son équipe, donc certainement que le Big Show pouvait se dire, oui bon bah 3v1, voilà, Ziggler il a aucune chance. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas logique. Si on est vraiment logique, normalement le Big Show aurait dû rester dans le coin de l'autorité. J'ai pas trouvé ça très logique. Donc sinon ensuite, donc on a Ziggler qui nous a fait une Superman, une super héros, puisque donc Ziggler élimine Kane avec un enchaînement super kick zigzag au bout de 29 minutes. Ensuite on a Luke Harper qui se fait éliminer par Dolph Ziggler après un roll-up au bout de 31 minutes. D'habitude les roll-up je suis vraiment pas fan de ce genre d'élimination. Mais là au vu de la situation pour Ziggler ça me paraissait totalement legit. Et donc à ce moment là du match on a Dolph Ziggler qui se retrouve à 1v1 contre Seth Rollins. Donc du coup ça a donné une belle finale entre les deux. Finalement donc on a Ziggler qui arrive à faire la différence face à Rollins en tentant pour la première fois le tomber. Finalement on a Triple H qui tire les pieds de l'arbitre et qui donc met KO l'arbitre. Ensuite le match continue, on a la J&J Security qui s'en prend à Ziggler. Finalement Ziggler arrive quand même à se débarrasser de la J&J Security et enchaîne derrière avec un zigzag si je me souviens bien sur Rollins pour tenter également le tomber. Donc là on a un deuxième arbitre qui arrive, on a Triple H encore une fois qui dégage l'arbitre. Derrière ensuite on a donc Triple H qui s'en prend à Ziggler en lui portant le pedigree. Derrière donc ensuite il met la carcasse de Rollins sur le corps inerte de Ziggler. Donc on a Triple H qui demande un nouvel arbitre. Finalement on a Scott Armstrong. Vous savez c'est ce fameux arbitre qui est très controversé. Il avait notamment fait le Montréal Screwjob
à Breaking Point 2009 entre Punk et l'Undertaker entre autres. Enfin, il a souvent été mis dans ce genre de situation. Donc, qui est un petit peu, on va dire, un arbitre vendu au final. Comme les arbitres de Ligue 1. Je sais, ça n'a aucun, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a Scott Armstrong qui veut faire le tomber. On arrive à 1, 2, et là, les lumières s'éteignent. Une musique commence, donc là, on ne sait pas ce que c'est. Et là, on voit quoi sur le Titantron? On voit Sting. Et donc là, on pourrait se dire, c'est peut-être juste un message. Déjà, à ce moment-là, tout le monde pète un câble. Et là, qui on voit arriver? Sting. On dit souvent que les Survivor Series, voilà, il se passe pas grand chose. Ça faisait longtemps que c'était pas passé quelque chose d'incroyable. Là, on a Sting qui fait ses débuts à la WWE. C'est l'un des moments à n'en pas douter de ces 10 dernières années. C'est l'un des plus grands moments. C'est l'un des plus grands moments également de 2014 avec la fin de la streak, à n'en pas douter. Je m'en souviens, j'avais vu ce match en direct et j'étais totalement choqué. Vraiment, j'avais les frissons, j'avais les deux mains sur la tête, la bouche ouverte comme un gros mongol. Je pense que tout le monde a eu cette réaction, c'était surréaliste. Sting, l'une des rares stars, bah la seule d'ailleurs de la WCW, à n'avoir jamais mis les pieds dans un ring de la WWE, qui vient enfin, ça c'était vraiment surréaliste comme scène, la foule n'en pouvait plus, la foule était en délire et c'est tout à fait normal, je comprends totalement leur réaction. On avait des chants Sting, des chants Holy Shit. Donc ensuite on a Sting et Triple H qui se confrontent. D'ailleurs la confrontation a été un petit peu trop longue. Genre ils se sont fixés facilement pendant 2 minutes sans rien faire. Ouais non, alors j'aime bien, hein. C'est énorme hein, les débuts de Sting, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que la confrontation était un petit peu trop longue entre les deux. Et donc derrière on a Sting qui prend l'avantage sur Triple H, lui porte le Scorpion Death Drop et derrière met le corps de Ziggler sur Rollins. Et donc là on a l'arbitre qui avait été jarté par Triple H à la base qui vient faire le tomber. Donc 1, 2, 3, victoire de la team Cena. Donc vraiment, quelle fin. Et surtout quel début pour Sting. On s'en souviendra je pense toute notre vie. Enfin c'était vraiment un énorme moment, l'un des plus grands moments de l'histoire de la fédération. Sinon donc le match en lui-même, j'ai été très content de la performance de Ziggler qui donc a fait une grosse performance en éliminant 3 superstars, même si la dernière c'était malgré lui, hein. Mais bon au final à la base il avait quand même réussi à éliminer Rollins, c'est juste que Triple H a intervenu. Et c'est là que du coup je pense que à ce moment-là la WWE aurait dû capitaliser pour mettre en avant Ziggler en lui donnant un titre, en le pushant à nouveau peut-être pourquoi pas pour le main event. Et voilà, j'ai rien contre Ziggler, mais le fait qu'il ait ce push maintenant en lui donnant le titre intercontinental, j'ai pas compris. Et je pense que c'est le titre, il aurait dû l'avoir à ce moment-là. Enfin, après vous me dites ça, mais voilà, il a été champion intercontinental en battant Luke Harper justement à TLC. Mais voilà, je pense qu'il aurait dû vraiment avoir un gros push suite à cette victoire. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas capitalisé là-dessus. Sinon donc le match a duré 43 minutes et donc j'ai mis la note de 9 sur 10. C'était vraiment un très bon match. Enfin c'est surtout la fin qui est très bonne. Les dernières 20 minutes sont vraiment très bonnes. Sinon voilà, il y a quand même eu des bonnes lenteurs pendant le match. Mais c'était quand même très plaisant à voir. Voilà donc en faisant le bilan du pay-per-view, en additionnant toutes les notes de ce show, j'arrive à une moyenne de 4,5 sur 10. Donc si je ne me trompe pas, c'est la deuxième pire note que j'ai mis depuis que je note les pay-per-view sur ma chaîne. Le seul show qui a fait moins bien que ça, c'est le Great American Bash 2006, qui est une énorme purge. Je vous conseille vraiment pas d'aller voir ce show si vous ne l'avez jamais vu. Je trouve ça mérité comme note, honnêtement, je trouve que c'est vraiment mérité. Honnêtement, clairement, hein, tout le monde se souvient de ce show pour les débuts de Sting, ce qui est compréhensible, totalement compréhensible. Mais je trouve que ce show est assez surcoté. Voilà. J'ai été voir sur le fameux site qui est très connu, Cage Match, où en fait des utilisateurs, des fans de catch peuvent noter le show. J'ai été voir, il atteint presque 7 sur 10 de moyenne. De où ce show mérite 7 sur 10? Je veux dire, honnêtement, en étant objectif, on a le main event qui est excellent, ça je ne retire absolument pas le fait. On a l'opener, donc
le Fatal 4-Way Tag Team Match qui est bien, voilà, ça s'arrête là, il est cool. Et c'est tout, je veux dire, le traditionnel Survivor Series Women's est blindé de botch. Le Wyatt Ambrose a une fin de merde, mais le match en lui-même était quand même correct. Et puis on a les deux derniers matchs que je vous ai pas encore cités qui sont nuls à chier. On a quand même le Nikki Bella AJ qui se finit en 30 secondes. Et on a le Lapin et Adam Rose contre Slater Gator. De où ce show mais mérite 7 sur 10. Si pour vous, vous rajoutez 3 points parce qu'il y a les débuts de Sting, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, en étant objectif, franchement, c'est un show dégueulasse. Enfin, je veux dire, je serais pas aussi sévère si c'était un bichot, si c'était, on va dire, un pay-per-view moins important. Mais là, c'est un pay-per-view du Big Four. Et honnêtement, la qualité in-ring de ce pay-per-view, putain, c'est chaud, quoi. C'est vraiment, je trouve, c'est chaud. C'est, voilà, je comprends pas l'engouement que certains peuvent avoir pour ce pay-per-view. J'avais déjà le même avis en 2014. Je revois ce show 2 ans plus tard. J'ai toujours le même avis. Autant il y a des fois tu peux changer d'avis entre temps, moi j'ai toujours le même avis sur ce show. Je veux dire désolé mais pour moi c'est pas suffisant. Voilà, c'est un pay-per-view du Big Four, c'est un pay-per-view qui normalement est très important, et honnêtement t'enlèves le main event, il y a presque rien quoi. Et c'est pas normal, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le pay-per-view, ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Comment vous avez réagi au début de Sting, qu'est-ce que vous pensez vraiment du show en lui-même? Est-ce que voilà, est-ce que selon vous c'était un bon show, un show moyen, un show mauvais, un show catastrophique? Enfin bref, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment important. Ça motive un youtubeur, on va dire. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics des Survivor Series 2016. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.